Alors on est à Aubervilliers, dans les studios d'Endemol. Nous sommes sur le tournage de la saison 2 de J'ai jamais su dire non. Qui s'appellera donc La théorie des balls. Et dans la fiction, on est dans le bureau. La société, je pense pas qu'elle ait de nom. C'est une société qui fait des bilboquets. La société de Monsieur de la Verrerie. Bienvenue dans le Making of. Oh là là là. Ceci est un tournage. Après que j'ai eu fait la saison 1 de J'ai jamais su dire non, je savais quelle charge de travail ça représentait et je savais qu'il était impossible de reproduire ça dans les conditions de la saison 1. Parce que bosser jusqu'à 3 h du mat, quand on bosse le lendemain, les gens ne seraient plus disponibles et j'ai pas envie de les user en plus. Et puis tant qu'à faire, ils ont travaillé bénévolement sur toute une saison, autant qu'ils soient payés sur la suite. Parce qu'en effet, Slim a un truc qu'il voulait pas faire, c'est faire une saison 2 faite comme la saison 1, c'est-à-dire un week-end par-ci, un week-end par-là. C'est bien ce truc-là pour commencer un projet, mais là ça aurait été difficile cette année de se dire bon ben on commence ce week-end, on fait un épisode 1. Les chiffres et le sexe. Est-ce que tu peux mettre un pantalon ? Oui. Donc ça faisait partie de l'envie de faire mieux en termes d'histoire, en termes de jeu, en termes de montage, en termes de technique donc globalement, mais aussi en termes de moyens de production et de rétribution pour les gens. J'avais envie que ce soit un peu un tout. Donc forcément dans ces conditions c'était pas facile de trouver un mode de financement parce qu'une web-série ça rapporte rien sur internet vu qu'on met gratuitement les épisodes sur internet, c'est pas évident. Et donc quand Endemol est arrivé, ça a été l'occasion enfin de ressortir ça. En fait à un moment Slim, ça faisait des années qu'il cherchait à produire, à faire produire la théorie des balls. Et un jour, il nous dit Endemol, ils sont intéressés pour produire la théorie des balls. Moi, j'ai rencontré Julien Brault chez Endemol, que je connaissais avant de son ancienne vie dans une autre boîte de prod, et il cherchait déjà des projets, sauf qu'à ce moment-là, moi, j'étais pas spécialement libre. Et quand il m'a dit, bah, maintenant, je suis chez Endemol, Beyond, la filiale digitale, et puis on cherche des nouveaux projets à lancer, tout de suite, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de parler de la théorie des balls, de la suite de J'ai jamais su dire non. Et alors, le seul truc qu'il fallait faire passer, c'est cette idée que on devait avoir une liberté totale et un budget, on va dire, dans lequel on était habitué sur le web. Et en fait, ça est passé, quoi. Endemol a dit OK. Puis Endemol, en parallèle, eux, ils cherchent à investir dans des gens et les laisser faire ce qu'ils veulent pendant au moins 1 an, après on verra, pour tester des nouveaux formats, des trucs, parce qu'ils savent que l'avenir, c'est sur Internet. Donc nous, on tombe très bien dans cette case-là, quoi. Et ça se passe très bien parce que on a un cadre financier et une structure légale, et puis des gens qui nous aident. On a toute la partie production qui encadre ce qu'on fait, qui nous apporte de l'aide à tous les niveaux, sans avoir de regard ni de censeur. Aucun. Donc vraiment ce qu'on fait, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Donc on est responsable de ce qu'on produit. Ça marche. Ok, maintenant essaye un peu plus. On se couche tard. C'est bien ça. À Châtelard, j'y vais sur Calbar. Parce que j'ai rencard avec les nibards. Toujours. À Châtelard, j'y vais sans Calbar. Parce que j'ai rencard avec les nibards. Ça marche. Ça marche très bien. C'est énorme. L'écriture s'est faite rapidement par nécessité. Parce qu'entre le moment où on a su qu'on pourrait le faire et le moment où il a fallu le faire, j'ai eu quelques mois. J'ai repris les 4 années de gribouillage, d'embryon d'idées que j'avais sur le bilboquet, sur tel autre personnage que je voulais rajouter, etc. J'avais une sorte de trame générale que j'ai beaucoup retravaillé avec François et Raph. Donc on a fait l'histoire à 3, à partir de tout ce que moi j'avais déjà placé. Et ensuite j'ai écrit les épisodes. Ce qui a été compliqué, ça a été de structurer un épisode parce que on a 8 minutes, et quand 8 minutes pour faire une enquête dans un bureau. Une fois que tout ça a été posé, là j'ai débité les scénarios. Et quand on a l'histoire, quand on a la structure, en fait j'écrivais un scénario par nuit pendant 10 jours, quoi. Et après j'ai eu le temps de faire des V2, des V3, des lectures, etc. Mais il y a eu, je dirais, 4 années de maturation et 2 mois de mise à feu d'expulsion. C'est l'instant tard. Ah, c'est Roxane. J'avais confiance sur le fait que Slim allait un jour faire une saison 2 de Jamais su dire non. Moi j'espérais fortement. On a pris un vrai kiff sur la saison 1. Slim nous a toujours laissé entendre que c'était un peu son fil rouge,
surtout fil conducteur, donc on gardait de gros espoirs quand même. Ah non, moi j'ai jamais perdu la foi. Franchement, en fait, ouais, c'est vrai que très vite, il m'a dit qu'il avait l'idée de ce spin-off en fait autour de Mitch. Il m'a un petit peu expliqué la thématique, la physique quantique, tout ça, c'était des sujets dont on avait un peu parlé en délirant et lui, ça lui tenait à cœur de faire un truc là-dessus, mais c'était assez abstrait. Et puis voilà, quand on se retrouvait sur des événements, il m'en parlait un petit peu plus à chaque fois, sans trop me dire voilà c'est presque, sans avoir vraiment d'éléments concrets en fait. Et puis à un moment donné, ça s'est concrétisé et puis voilà. Mais moi je me suis jamais dit, j'ai jamais été vraiment en attente de la suite. Je savais que ça se ferait quand ça pourrait se faire. Et vu comment ça évoluait pour toute l'équipe, j'avais pas vraiment de doute sur le futur de. J'ai jamais su dire non. Ah ouais, réveil. C'est parti de ton taf aussi de tout tester? Ouais, pour que personne ne se blesse. On essaye de trouver ce que c'est depuis tout à l'heure. Donc... Mon taf? Oui. Tout se passe très bien sur le tournage de la théorie des balls. C'est ça le boulot de producteur délégué, c'est de dire que tout se passe bien. On a de la chance parce que ça se passe vraiment bien. François, en sa qualité de producteur délégué, je crois, parce que voilà, équipe French Nerd, il est venu tous les jours de tournage et il était mon œil dans une des deux caméras et du coup c'est important d'avoir quelqu'un en qui on a confiance, qui dit ok, ce plan-là était bien, je t'ai inventé ça pendant le plan, ça permet de créer un truc et puis de dire on peut peut-être refaire ça et puis on est en échange tous les deux. Ça donne deux voix aussi sur le tournage, ce qui est pas mal parce que comme ça fédère tout le monde et on va encore plus vite dans la même direction. En fait, mon rôle officiel sur la feuille de service, c'est producteur délégué. Et dès le premier jour, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc j'aide là où on a besoin de moi, souvent au niveau du cadre, mais des fois c'est pour d'autres trucs. Donc voilà. On a la chance de pouvoir jouer entre nous, de se refiler des rôles, de se refiler des réalisations, de s'aider sur les scénars. Donc au final, on bosse en famille sur les projets de chacun, où chacun est maître de son projet et où les autres apportent leurs inputs quand c'est demandé. Et jusqu'à présent, ça se passe super bien. Ce qui est cool sur ce tournage, c'est aussi il y a une liberté. Avec la saison 4 du Visiteur, on avait des fois pas beaucoup de temps et c'était plus carré en termes de jeu, on avait très peu de prises, etc. Là, la théorie des balls, ce qui est cool, c'est qu'on a une liberté, enfin en tant que comédien, j'ai l'impression, on peut carrément plus proposer des trucs très débiles, très absurdes, etc. quoi. On est tous ensemble et on fait les cons, quoi. J'aime bien avoir ces deux trucs-là. Voilà. Pause. Ce qu'on a dit avec cette chaise-là. Pardon, c'est la chaise du réel. Très bizarre. Pour le temps des gars, il n'est pas censé s'occuper de la chaise du réel pendant qu'il n'est pas là. La matière chaude, chaude, il chauffe. Ouais. Et je me suis toujours dit que j'ai jamais su dire non, ce qui marchait bien, c'était le tableau de Mitch, c'est tout ce qu'il avait élaboré autour de cette théorie de la psychoballs thérapie. Et je trouvais que c'était vraiment une sorte de sous-absurde dans l'absurde de la série qui était autosuffisant. En fait, le germe de la saison, il était là, quoi. C'était la vraie bonne idée. Et puis je me trouvais un peu limité aussi par le fait que mon personnage, Tom, en tant que personnage principal, il est intéressant dans le fait de ne pas savoir dire non, ce qui peut faire l'objet d'une saison, mais en tant que personnage principal pour plus longtemps, c'est un peu restrictif de ne pas avoir un personnage moteur, de ne pas avoir un personnage dont on peut suivre la folie, mais d'être toujours dans un personnage qui est en rapport aux autres, qui peut jamais s'affirmer, sinon il perd son identité, quoi. Donc du coup, je me suis dit, la meilleure idée, c'est de reprendre la base de la théorie des balls, de l'élargir et de faire de Mitch le personnage principal, et de tirer la pelote de laine de cette idée embryonnaire qui était les balls sont des atomes crochus, les femmes et les hommes en ont, et voyons comment ça peut se comporter. C'est pas banal, n'est-ce pas? Ouais, c'est une suite qui est un peu une suite, mais pas vraiment une suite. Ça veut dire que t'auras pas besoin d'avoir vu la première saison pour voir celle-ci. C'est toujours mieux parce que tu as eu le temps de t'accrocher un peu aux personnages et tu les retrouves dans la saison 2. Mais voilà, quoi, Slim a tenu un peu à changer tout ça. C'est une sorte de spin-off, quoi. Pur sang, c'est vérifié. Mon fils, Stan. Merci. Waouh, bravo les applaudissements les mecs. Dans la première saison, je partageais la tête d'affiche avec Tom, qui était joué par Slim. Et là vraiment, je sais pas pourquoi, il a tenu à me mettre
En première place, effectivement, la théorie des balls, c'est la théorie de Mitch, mon personnage. Et du coup, c'était l'occasion de mêler des trucs qui me plaisent beaucoup, la psychologie et la mécanique quantique, parce que je trouve que c'est la science magique par excellence. On apprend tous les jours que ça, en mécanique quantique, c'est possible, et tout, les trucs qui sortent de grimoire, mais en mécanique quantique, c'est possible. Du coup, je me suis dit, voilà, c'est complètement foireux, ça se prête bien au truc de Mitch, et donc fusionner la psychologie et la mécanique quantique, voilà, c'est son but. Moi, je trouve que ce qu'a fait Slim, c'est vraiment génial, parce que, bon, il est un petit peu barré hein, comme mec, et il a des délires bizarres des fois. Notamment, c'est ce genre de mec qui peut s'intéresser à la physique quantique. Et du coup, il s'est dit pourquoi pas la faire partager cette petite passion qu'il a au grand public. Alors que bon, la physique quantique... Donc il a commencé par m'offrir un bouquin à moi sur la physique quantique pour me dire tiens voilà, ça sera ton script un peu. Donc va falloir que tu t'y mettes. Et puis finalement, c'est super intéressant, c'est très compliqué. Et du coup là, avec ce qu'il arrive à faire, c'est quand même assez exceptionnel je trouve, parce que c'est qu'il va se faire un petit peu la physique quantique pour les nuls, avec beaucoup de rire, et donc des fois ça se barre vraiment dans des... ça se barre vraiment très très loin. Ce qui est bien je trouve, c'est qu'il va aborder les sujets quand même, des vrais sujets de physique quantique, en les déformant un petit peu des fois, pour que ça soit marrant ou plus compréhensible. Mais du coup, je pense que si... moi, je vois un truc comme ça, je tombe sur une théorie qui est un peu intéressante, qui est plus ou moins bien expliquée par l'épisode. Du coup, je me dis qu'à la fin de l'épisode, peut-être que j'irai boum sur internet ou me dire ah mais c'est quoi effectivement la, je sais pas, tu vois la résonance, l'intrication, la téléportation quantique, des trucs comme ça, tu vois. Donc ouais, on va très loin. Et voilà, du coup, ça peut être un peu en plus éducatif, tu vois, ça se trouve on passera sur Gulli bientôt, j'en sais rien. Voilà. J'ai une question Slim. Oui. Quel diamètre a une balls? C'est gros comment? Tu l'imagines comme ça? Ouais. Comme ça? En fait, je pense que ça dépend. Ça dépend. C'est là environ? Ouais, c'est là. C'est là et ça tourne comme ça. Et peut-être que c'est un peu mou en fait quand ça rencontre une balle qui repousse, ça peut faire des trucs un peu élastiques. Les deux à la fois. En étudiant leur polarité, on peut voir si le courant passe. Oh mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai dit ça? Leur fréquence peut donner naissance au charisme. Hey, oh, qu'est-ce qui se passe là? Il y en a qui sont pas contents? Si c'est pas content, c'est pas l'emploi, hein? C'est ça que ça veut? Pas l'emploi, chômage, dépression, prostitution, Roxane, c'est ça que tu veux? Oui? Non? Bon bah si c'est non, c'est Museau et Bill Bock à fils. Exactement. Moins de charisme. On va faire des bibokets, hein. Intrication, résonance, électromagnétisme de Volz. Je suis en passe de créer la première théorie psychoquantique, la théorie des balls. Il y a une vraie continuité entre, j'ai jamais su dire non, et la théorie des balls, que ce soit au niveau des persos, l'histoire, du style. Je pense pas que les gens vont être trop perdus entre les deux saisons, quoi. Alors je fais le même personnage, je joue Stan, donc l'espèce de pseudo-clochard fils de bonne famille dans la saison 1, donc je reprends le rôle de Stan. Mais effectivement, il est devenu lui-même vraiment patron d'entreprise et il s'est entiché d'un bon DRH, donc Mitch, joué par Mathieu Poggi, qui va manager un peu toutes les balls de la boîte, quoi. Ok, ça tourne et... action! Il nous faut des ordinateurs plus puissants. Je vais acheter des ordinateurs plus puissants, voilà! Je peux te voir, fiston? Ah oui, papa, Non, pas toi, Tom. D'où te vient cette impression d'être le centre du monde? C'est un besoin que tu as, ça vient d'où? Ouais, je retrouve Chris, il y a une évolution, il y a plus de détails sur le personnage, on va découvrir des passions, on va découvrir des choses. Il y a toujours l'histoire de la romance, qui est toujours présente aussi. Donc voilà, mais oui, je retrouve Chris de la saison 1. C'est super chouette. Retrouver Roxane, c'était génial, parce que c'est un personnage qui s'exprime sans détour, et du coup, la première scène que j'avais à jouer, c'était une scène vraiment hyper expressive où il fallait que je gueule à mort et que je sorte de mes gonds, et en fait ça aide énormément. J'avais un peu de stress parce que je savais que la donne n'était pas la même et que il fallait être à la hauteur aussi de l'ampleur que ça avait prise. En fait, le fait de partir de piquer une crise et de partir vraiment sur une crise d'hystérie, ça libère des endorphines et ça aide à aborder la suite. Et du coup, j'ai retrouvé Roxane comme je l'aimais. Mais t'es fou là! Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de cacher la vérité? Qu'est-ce que c'est? Mais t'es fou! Alors toi... Non, mais vous êtes tous fous, putain! Fin de journée, merci à tous. Merci.
Depuis 2-3 jours, ça se passe super bien. On est dans les bureaux d'Endemol, les gens sont en vacances, donc on a pas mal de place et ça c'est plutôt cool. C'est assez génial de se dire qu'on fait une web-série financée par une énorme société et ça reste un truc de potes avec du Mathieu, du Chris, du Lenny, etc. Et c'est ça qui est incroyable en fait, c'est de se dire qu'on n'a pas trop de différence au niveau des comédiens, c'est juste qu'on regarde autour de nous, il y a 10 fois plus de monde, quoi. Un vent de folie a soufflé sur le projet. Ça a très bien évolué et moi c'est ça que je trouve génial dans cette aventure, que ce soit pour le Visiteur du Futur d'ailleurs où j'ai jamais su dire non, c'est qu'on a commencé avec des bouts de ficelle et au final ça a vraiment buzzé, ça a plu et ça a super bien évolué. On a pu poursuivre grâce justement à l'ampleur que ça a pris, quoi. Donc l'organisation du tournage est un petit peu différente. C'est plus confortable qu'avant, même si avant du coup ça avait quand même un certain charme de travailler un peu à l'arrache et toujours dans le speed. Là ça va quand même assez vite, c'est quand même assez speed, mais c'est mieux organisé. Voilà, on a une régie, on mange bien le midi. J'ai pas trop compris ce qui s'était passé non plus. On est passé effectivement d'un tournage presque maison, parce qu'on tournait chez Slim essentiellement la première saison il y a 4 ans maintenant. Ouais, on avait une Z5 même je crois en termes de caméra, tu vois, voilà. Enfin bref, voilà, c'est celle-ci. On a tourné avec ça la première saison. C'était vraiment petit comité, il y avait juste un preneur de son, un cadreur, nous deux. Et là, ça y est, c'est la révolution, 4 ans après. J'ai terminé cet exposé en remerciant mes balls, sans qui je n'aurais jamais rien compris. Mes potes, merci à tous de m'avoir supporté et d'avoir subi tout ce que j'ai pu vous faire subir avec le sourire. I really appreciate your speech, man. That was awesome. This was Mitch. On est dans un appart, on se maquillait tout seul, on se coiffait, on arrivait avec nos fringues, on faisait nos trucs. Enfin voilà, on s'autogérait complètement, tandis que là on est bien chouchoutés, ça fait plaisir. Donc voilà, effectivement, là on se retrouve dans un open space de fou, des caméras dans tous les sens, 2 caméras en même temps, on peut faire champ contre champ d'un coup, c'est génial. 2 cams, il y en a une qui passe sur tête des moments. Voilà. Mais on n'a que 2 cams en tout. Les 2 cams, c'est plus compliqué à mettre tout en place parce que tout le monde se gêne tout le temps. En fait, c'est vrai que pour réussir à tourner un épisode par jour, il fallait tourner par décor déjà. Donc on faisait tout le bureau de Mitch, tout l'open space. Mais en plus de ça, on a rajouté de tourner par axe. C'est-à-dire qu'on faisait tous les champs de toutes les scènes, puis ensuite tous les contre-champs de toutes les scènes, ce qui est dégueulasse pour les comédiens, mais ce qui est très bon pour les techniciens. Et du coup, les techniciens savaient qu'on faisait le maximum pour eux. Les comédiens, ils avaient quand même le temps de voir tout le déroulé d'une scène pour ensuite tout se taper l'après-midi. Donc c'est dur pour la script, mais on a la chance d'avoir une script autiste de haut niveau, complètement folle, qui est capable, en fait, on lui faisait des tests, on lui mettait du bordel sur un bureau, elle regardait, elle se retournait, on changeait un détail, elle se retournait, elle disait il manque ça. Ah oui, Tom, bien sûr. Coude, au-dessus du coude. Donc en gros, la script, c'est pas un problème. D'ailleurs, il y a un jeu dans la série, c'est qu'on a fait exprès de faire des faux raccords, donc fait par la script, où on indiquera à chaque épisode le nombre de faux raccords à trouver pour voir si vous trouvez plus de faux raccords que ce que n'a fait la script. Voilà. Ouais, c'est très tendu le tournage, dans le sens où effectivement il y a beaucoup de plans à tourner. De toute façon, voilà, on reste des faiseurs de séries avec voilà, des conditions assez particulières. On fait du web et en même temps on essaie de faire en sorte que ça ne ressemble pas à un truc vraiment fait à l'arrache. Donc avec l'argent qu'on a, il faut qu'on se défonce et pour ça, ça veut dire pas trop être dans des chaussons. Mais voilà, mais c'est un rythme à prendre et franchement c'est un truc qui est très motivant au final parce qu'on s'amuse, on travaille et au bout d'un moment on ne sait plus très bien quand est-ce qu'on travaille ou quand est-ce qu'on s'amuse, donc c'est pas un truc où à chaque fois on se dit oh putain la pause est finie, il faut y retourner, quoi. Et là en effet, il s'est passé je sais pas, 4 ans, donc on essaie de mettre un peu la barre plus haut tout en gardant l'authenticité de la saison 1, quoi. Voilà, je suis très content, ça a changé en 4 ans, tu vois. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. C'est un succès. Voilà ce que c'est. Ça, c'est Frédéric. Tout va bien.
suis de blanc, tout va bien. Bah, c'est super sympa, parce qu'en fait, la connivence est la même. Donc on se retrouve 4 ans après, mais c'est un petit peu comme si on s'était quitté la veille. Et puis c'est toujours bien de reprendre un projet avec effectivement plus de moyens, une structure, voilà, quelque chose de plus important autour. Et voilà, ça prouve que la saison 1 a bien marché et qu'on nous fait confiance pour la suite. Donc ça nous fait super plaisir. On a repris un peu la formule, sauf que il y a une vraie équipe technique, les bureaux sont plus grands, plus spacieux, on ne tourne pas que le dimanche en l'occurrence, et ça ressemble à un vrai tournage produit. Voilà. Okay. En revanche, l'équipe est à 90% la même, et on s'éclate toujours autant, quoi. Donc ça c'est cool. En fait, ouais, l'idée c'était d'essayer au maximum de reconduire le casting de la première saison sur la deuxième. Et quand je parle de casting, c'est au sens large, c'est les comédiens comme les techniciens. Et il se trouve que l'équipe s'est un peu étoffée, forcément, mais de gens aussi qui ont été rencontrés au fur et à mesure de nos autres tournages. Et on a créé une équipe hyper homogène, ce qui nous a permis d'avoir ce mode de tournage, c'est-à-dire qu'on a tourné entre 8 et 9 minutes utiles par jour, ce qui est un gros rythme. Mais on a fait ça dans une bonne humeur incroyable, où les heures sup, quand il y en avait, n'étaient même pas ressenties. On ne sentait pas qu'on passait en heures sup, parce que personne ne traînait la patte, parce que les techniciens étaient les premiers à vouloir recommencer pour améliorer un truc, un machin. Donc au final, c'était vraiment l'équipe ultime de ces 4 années de travail, le condensé de gens. Et par exemple, la personne qui prenait le son sur la saison 1 s'appelle Flavien. Flavien, son travail, c'est d'être responsable du pôle live chez Brainsonic, sauf qu'il adore le son. Et donc j'ai demandé à Clément Morin, ingénieur du son, il m'a proposé même spontanément en fait, il m'a dit est-ce que tu veux reprendre la personne qui était là sur la première saison? J'ai dit bah oui, mais est-ce que... Il m'a dit oui, pas de souci, je le prends comme assistant et puis on bosse ensemble. Et ils se sont rencontrés, ils se sont bien entendus. En gros, c'était aussi une sorte de justice qui arrivait pour tous ceux qui avaient bossé au début. C'est Clément, viens, on va faire un bisou juste pour avoir un plan tous les deux. C'est Clément dont je parlais tout à l'heure. C'est Slimane. C'est Clément. Une belle anecdote Alors, est-ce que c'était facile pour toi de venir? Mais non, pas du tout. Rejoindre l'équipe? C'est fou comme c'est plus facile quand on le regarde, sur internet, à la télé ou au cinéma. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Le plus dur, c'est de me rappeler du texte, ça paraît fou, mais voilà, je pense que je le connaissais mieux que ça. Deuxièmement, je crois que ce garçon est un incroyable auteur, un incroyable dialoguiste, qu'il avait mis une intention par phrase, et que quand on n'est pas comédien, passer d'une émotion à l'autre, c'est super compliqué. Et puis surtout, j'ai toujours entendu les acteurs dire qu'il faut regarder son partenaire. Or moi, j'ai appris mon texte tout seul. Donc le fait de regarder quelqu'un dans les yeux, c'est hyper déstabilisant. C'est vrai que c'est déstabilisant quand tu te retrouves sur le set. Tu t'en es très bien tiré. Non, et honnêtement, vous êtes tous formidables et les gens n'imaginent pas que... C'est vrai, ça, les gens ne l'imaginent pas. Parce que ça se voit pas du tout. Ouais, c'est vrai. On a l'air pas du tout aimable et surtout qu'on a l'air très con, quoi. Ouais. Et finalement, non, hyper intelligent, gentil, voilà. Bon, allez, foutez-moi de camp, faut que je te tape. C'est lourd. C'est lourd. Ouais, c'est sûr qu'entre la saison 1 où on était vraiment entre nous, enfin voilà, le maquillage, c'est Slim qui nous maquillait. C'était principalement des potes en fait. Donc c'est vrai que là, on arrive sur un truc, une production qui est vachement plus importante. Enfin, moi, je trouve, en tout cas de mon point de vue. C'est même un peu impressionnant au début. Je flippais hier sur mon premier jour. Moi aussi. Ça m'a stressé d'un coup là. Oui, présence. La vérité, c'est que les comédiens de French Nerd ne sont pas des comédiens. C'est ça, c'est que c'est plutôt ça. C'est que Mathieu est prof de sport, que Chris je sais pas exactement ce qu'il fait, je suis désolé. Fondamentalement, il était prototypiste chez Bosch. Et, enfin bon, voilà. Du coup, on a des gens qui viennent d'univers très différents. Mais ce qui est cool aussi, parce que ça apporte beaucoup de fraîcheur. Et comme c'est des potes, pour le coup, le sérieux et leur investissement vient du côté pote. Ils sont pas là en récré parce qu'ils se rendent compte. Christophe, il était mort de trouille quand il a vu le premier jour qu'il y avait une assistante réalisatrice, qu'il y avait des électros, qu'il y avait 2 caméras. Il s'est dit, je vais jamais y arriver. Donc du coup, il a fallu déjà le détendre. Quand il a vu que les gens riaient quand il parlait, il s'est dit, ok, je peux y aller. Mais donc non, les gens étaient ultra concentrés. Et au bout de 3 jours déjà, on était bien lancés. Et moi, ça m'a fait descendre la pression. Je me suis dit, ok, on va y arriver. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de D'arrête avec l'histoire de dépression. Je suis sûr que tu te tripotes pendant que tu me parles en plus, salopard. C'est cool, c'est super cool. C'est super cool. C'est impressionnant et cool en même temps. Donc voilà, c'est un mélange d'excitation. C'est cool, ouais. Je suis ravie de faire partie de cette équipe. Je suis vraiment touchée et émue d'être là, parmi mes amis, et
qui sont mes collègues de travail également. Et moi, j'ai rien de spécial à ajouter, si ce n'est que pour moi, c'est vraiment un plaisir à chaque instant de jouer ce rôle, donc, voilà, et d'être dans cette aventure. Moi, je suis vraiment genre content, touché, ému de retrouver les persos de J'ai jamais su dire non, Chris, Roxane, Mitch, Tom, Emma et tout le reste, et puis évidemment les nouveaux personnages. Mais retrouver tous ces personnages, c'est marrant parce que quand Slim nous a envoyé le scénar, il y avait un côté un peu abstrait. Moi, c'est personnel, j'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu abstrait à lire ce scénario de cette nouvelle saison. Parce que les personnages étaient très loin, ça faisait 4 ans. On avait tourné de façon assez à l'arrache en fait, cette première saison de J'ai jamais su dire non. Donc il y avait un truc où c'était un peu loin derrière, quoi. Et du coup, dès qu'on a fait la lecture et que les personnages ont repris les mots de Slim et se les ont appropriés, etc., ont repris ce ton et tout, voilà, c'est parti, quoi. C'est clair qu'on savait qu'on allait se marrer. Eh ben, c'était impressionnant d'énergie. Je pense qu'ils ont réellement aimé en fait. C'était génial. Voilà la preuve. Regarde dans quel état je suis. Regarde dans quel état je suis. T'as vu un peu? Non, il n'y a rien à dire. Franchement, nous, on s'amuse, c'est du bonheur. Voilà, en plus, ce qui est bien, c'est que cette année aussi, on chante. On a enregistré une chanson. J'ai enregistré un rap avec Roxane. Donc vraiment, on s'éclate. On fait des choses super différentes. Et puis ce qui est appréciable aussi, c'est que voilà, Slim, il est super à l'écoute. Donc on peut faire des propositions, qu'on garde ou pas. Mais en tout cas, voilà. Ouais, puis on peut tous rajouter un peu notre grain de sel aussi. Même si on est bien canalisé, mais on est... Lénie! C'est drôle parce que justement, j'en parlais à ton gynéco. Il me disait... Une meuf si jeune, ménopausée, franchement, c'est chaud. Son mec, c'est Spider-Man ou bien elle dort dans un grenier? En fait, il voulait juste comprendre d'où viennent toutes ces toiles d'araignée. C'est super. On a fait un vrai clip de rap des années 90, tu vois. Genre IAM et tout. Années 90, mec, je crois qu'ils sont restés un peu kévo sur ce format-là. Tu vois beaucoup ce genre de... Ça reste, c'est toujours d'actualité? Ouais. D'accord, ok. C'est un tournage qui est vraiment cool. Déjà, je voulais juste préciser que je sais que tous mes propos sont biaisés par le fait qu'avec cette gueule et ce swag de merde, en fait, je parle sérieusement depuis le début, mais je comprends qu'on se foutait de ma gueule depuis le début, je comprends. Et non, c'est un tournage trop cool, ça me fait trop plaisir, on est en août. Donc on est à la même période à laquelle il y a un an, on a tourné Le Visiteur saison 4. Et c'est trop cool parce que c'est les mêmes gens, en fait. Équipe technique, comédien, il y a quasiment tout le monde. Et du coup, ça fait trop plaisir. Je tiens à remercier Slim de m'avoir offert un petit rôle dans cette série parce que ça me permet de me dire « Ah, en août, je revois les potes et tout ». C'est une sorte de tradition. Donc ça veut dire l'année prochaine, il faudra faire un autre truc en août. On va essayer de bosser ça. À chaque fois, ça sera un prétexte. Faire un truc en août pour pas partir en vacances. Ah, c'est ouf. Il est parti. On dirait la Joconde là, un peu sur le projet comme ça. C'est bon, t'as le droit de garder la photo de Ralph alors maintenant, c'est bon. Je t'autorise. Allons-y. S'il vous plaît, allons-y. Un peu sérieux. On dirait vraiment... C'est quoi le prénom de Marilyn Manson? Il a un prénom, c'est Brian machin. Ouais. Ah ouais. Vraiment, mais quand il est pas maquillé. Trop heureux aujourd'hui. Ouais. On s'est foutu de ma gueule pendant bien 10 jours à cause de mon swag de merde et là, mais ça vaut ces 10 jours, tu vois. Bon, ça va, là. Mais moi, je sais, j'aimerais avoir autant de cheveux que toi, franchement. Ça gratte les cheveux. Hein. Ouais, Quand t'as pas l'habitude, c'est chiant. Ah ouais.
Attends, on pourra jouer des frères et sœurs. Rémi m'a dit que sur le tournage, je crois, de la scène finale, vous avez mis beaucoup de temps à trouver le ton juste, c'était compliqué, que lui il était complètement traviole comme ça, et il m'a dit mais j'ai quand même kiffé parce que j'étais même moi-même ému par ce qui se passait, et donc ça me dérangeait pas de passer une heure accroupi. Est-ce qu'on peut dire que ça résume bien l'état d'esprit d'un peu tout le monde sur le... J'ignorais cette anecdote, mais avoir un cadreur qui finalement se fait embarquer par la scène plutôt que de penser à son épaule qu'on est en train de martyriser depuis une demi-heure à faire du plan séquence dans 5 mètres carrés, ouais, ça résume à peu près ça, je pense. C'est que j'ai senti que les gens étaient tous derrière le projet, ça leur faisait plaisir de tourner ça dans ces conditions. Voilà. Et quand on est à la tête d'une équipe qui doit faire ce projet où on attend de la qualité et on attend aussi de la rapidité, c'est important de sentir qu'on malmène pas les gens, qu'on les emmène dans un truc qui leur plaît aussi, parce que ça permet ensuite, deuxième semaine, j'étais beaucoup plus, je savais beaucoup plus là où je pourrais insister. Peut-être qu'on va prendre une demi-heure de retard, mais ça, il faut absolument qu'on insiste. Et les gens le savent, le comprennent. Ok, ça, pour le jeu, c'est important, il faut refaire ce plan-là, etc. Première semaine, j'attendais de voir un peu quel était notre rythme de croisière. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous ultra efficaces, on ne peut pas aller plus vite que ce qu'on a fait, et toujours avec des bons réflexes et l'envie de bien faire. Et quand on est soutenu comme ça par son équipe, même sur une jambe, ça soulage, quoi. Et c'était le dernier plan de Vanessa Bria. Je pense que ça va être une saison qui va être très très lourde, à mon avis. Enfin, Slim, il est parti, je pense qu'ils sont plusieurs dans sa tête, il est vraiment parti dans des délires terribles et ouais, je pense que ça va envoyer du lourd, je pense. Eugène Victo, tout de suite, très bien. Oui, Sophie, dans le cadre d'un exercice de licenciement, il faut toujours attendre le deuxième appel qui annonce vous être engagé. Shit! On attend. Les quittés sont mis le bokeh.